Il est 19h30 à Rio, 23h30 à Yaoundé et Libreville, minuit et demi ici à Paris. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Bonsoir à tous et bienvenue à la une Tchad. L'opposition mobilisée à la veille de l'investiture du président Déby. Elle a maintenu sa marche pacifique ce dimanche à N'Djamena. Un rassemblement une nouvelle fois dispersé par les forces de l'ordre. Nous y reviendrons avec Carole Valade. Cherche partenaire pour reprendre la main. En Afrique du Sud, négociations tous azimuts après la débâcle de l'ANC, le parti de Jacob Zuma aux élections municipales. Dans ce journal, nous irons au Mali où a été inhumé aujourd'hui Adama Traoré, ce jeune homme mort lors de son interpellation par la police française en région parisienne en juillet dernier. Mais avant cela, on part tout de suite à Rio de Janeiro, au Brésil, pour faire le point sur les Jeux Olympiques. En ligne avec nous, l'un de nos envoyés spéciaux, Éric Chorin. Bonsoir Éric. Bonsoir Sylvie. Et on revient avec vous sur les résultats du jour pour les Africains, avec, pour commencer, du football et le match entre l'Algérie et l'Argentine. Oui, c'est un match très très chaud entre l'Algérie et l'Argentine, puisque l'Argentine mène 2-1. Un deuxième but argentin marqué à l'instant par Cagliari, alors qu'il y a quelques minutes, l'Algérie avait égalisé par l'intermédiaire de Sofiane Bendebka, en Real Correa ayant ouvert le score pour les Argentins tout juste après la reprise de la deuxième période. 2-1 donc pour l'Argentine à 20 minutes de la fin du match. Autre match en cours, lui, dans le groupe A. Après avoir tenu en échec le Brésil chez lui lors de la première journée, l'Afrique du Sud rencontre le Danemark pour essayer de décrocher sa place en quart de finale. On joue depuis moins de demi-heure et il y a toujours 0-0 entre les deux équipes. Un peu plus tôt dans la journée, Sylvie, les basketteuses sénégalaises ont subi la loi des Américaines, quintuple championne olympique en titre sur le score de 121 à 56, dur à avaler, mais bon, ce sont les Américaines, championnes olympiques. Et puis dans une dizaine de minutes, la Tunisie fait son entrée dans le tournoi de handball masculin. Face à qui? Face à la France, double championne olympique en titre. Alors après les sports collectifs, Eric, dans les épreuves individuelles, pas de performance africaine aujourd'hui. Oui, pas de performance. Celle qui allait le plus loin, c'est Christiane Legentil en judo dans la catégorie des moins de 52 kilos. La Mauricienne qui a fait comme il y a 4 ans à Londres, elle est allée en quart de finale avant d'échouer face à la future médaillée d'argent, la Kosovare Maylinda Kelmendi. Pas mieux pour la Tunisienne Eleya Ayari, éliminée dès les 8e de finale. Et puis chez les hommes, signalons la première participation et élimination dès le premier match du Congolais Rodrigue Koukou. Il était invité, le Congolais, pour participer à ce tournoi de judo en moins de 66 kilos. Une invitation qu'il a honorée par une défaite. Et puis Koukou, pas de performance non plus en escrime dans la compétition de fleuret homme pour Victor Sintès, qui portait les couleurs de l'Algérie après avoir été médaillé de bronze mondial avec la France en 2011. Il a été battu dès les 16e de finale par le Britannique Richard Kruse. À noter tout à l'heure sur RFI la spéciale natation présentée par Christophe Yeremzi entre 2h30 et 3h du matin. Il y aura le Sud-Africain Cameron Vandenberg qui va défendre son titre de champion olympique du 100 mètres brasse. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Éric Chorin avec les moyens techniques de Médard Chablaoui et de Bertrand Éclair, envoyés spéciaux à Rio de Janeiro. Et puis loin du Brésil, au Kenya maintenant, l'agence antidopage promet d'ouvrir une enquête sur des accusations portées contre le directeur de l'équipe olympique nationale. La scène a été filmée en caméra cachée par des journalistes de la télévision allemande ARD, se faisant passer par des agents ou des coachs d'athlètes. Dans cette vidéo, le directeur de l'équipe olympique kenyane les prévient de l'imminence d'un contrôle antidopage et leur demande de l'argent en échange de ce tuyau. Affaire à suivre, comme on dit. Au Tchad, des incidents graves auraient éclaté selon l'opposition lors de la dispersion d'une marche de l'opposition ce dimanche à N'Djamena, alors que les chefs d'État arrivaient un à un pour assister ce lundi à l'investiture du président Idriss Déby. L'opposition continue de contester le scrutin du 5 avril dernier qui a permis au président Déby de rempiler pour un 5e mandat. Les opposants ont organisé une série de rassemblements ce week-end, tous interdits, et celui de cet après-midi
aurait dégénéré. Il y aurait un mort. Carole Valade. C'est le Phonak qui annonce la mort par balle du manifestant, une information confirmée de sources médicales. Un autre se trouve dans un état grave. Dans son cas, la balle a perforé l'abdomen. C'est l'œuvre des militaires venus prêter main forte à la police, selon les opposants, qui parlent aussi de camarades blessés à coups de matraque. Un autre enfin aurait eu le pied écrasé par un véhicule des forces de l'ordre. Le ministre de la Sécurité publique affirme être en train de vérifier ces informations. Toute l'après-midi, c'était le jeu du chat et de la souris entre police et manifestants. Les manifestants qui avaient prévu 4 parcours censés converger vers le palais du 15 janvier. Un seul a pu partir, mais rapidement stoppé par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Les manifestants se sont retranchés dans le siège de l'UNDR avant de tenter de nouvelles sorties. Cette marche avait été interdite par décret ministériel en raison, je cite, du risque de troubles à l'ordre public. C'est aussi cette raison qui avait été invoquée pour interdire le meeting du Phonak hier. Phonak qui s'est malgré tout rassemblé pour écouter ses leaders avant d'être là encore dispersé par la police. Voilà, Carole Valade. Et puis Idriss Déby sera donc investi demain dans un grand hôtel de N'Djamena en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Au Mali, un casque bleu a été tué, 4 autres blessés grièvement. Ça s'est passé tôt ce matin dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays. La MINUSMA, la mission de l'ONU, explique que l'un de ces véhicules appartenant à un convoi logistique a heurté une mine à quelques kilomètres au sud d'Aguelok. Les casques bleus appartiennent au contingent tchadien. Et nous restons au Mali, où Adama Traoré a été inhumé ce dimanche. Cet homme âgé de 24 ans est mort lors de son interpellation par la police française à Beaumont-sur-Oise, près de Paris. C'était le 19 juillet dernier. Sa mort, on s'en souvient, avait provoqué plusieurs nuits d'affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes. Ses proches estiment qu'il est mort d'asphyxie et sa famille a décidé de déposer de plainte. À Bamako, Anthony Fouchard. La cérémonie a duré 1 heure. Après la prière à la mosquée, la dépouille d'Adama Traoré a été inhumée dans le cimetière de Kalabankoro, non loin de Bamako. Une cinquantaine de personnes, essentiellement des amis de la famille, ont assisté aux funérailles. La pluie est tombée toute la journée sur la capitale malienne. Un bon présage, selon Assa Traoré, la sœur d'Adama, qui a fait le déplacement depuis la France. C'est le signe, dit-elle, que les portes du paradis s'ouvrent devant lui. Je cite Assa Traoré, qui n'a pas caché sa colère devant les atermoiements de la justice française. Le mot bavure est trop faible pour décrire tout ce que nous avons vécu, dit-elle, une succession de mensonges de la part du procureur, avant de pointer du doigt le manque d'implication du Mali dans cette affaire. Il faut simplement que justice soit faite, que l'on puisse faire notre deuil. Voilà ce que dit Oumou Traoré, la mère d'Adama. Toutes les personnes présentes à la cérémonie avaient ce mot à la bouche et malgré les démêlés avec la justice, tous veulent croire que la France restera un État dans lequel Adama, je cite, aura les mêmes droits qu'un autre. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. Au Nigeria, on a appris que 2 Chinois avaient été enlevés hier près d'Abuja. L'enlèvement a eu lieu dans l'après-midi dans le village d'Agada. On ne sait pas précisément où les ravisseurs ont emmené leurs otages. 2 otages qui sont 2 employés d'une entreprise de construction. Direction l'Afrique du Sud, les élections municipales ont marqué le désaveu d'une partie de la population vis-à-vis de l'ANC, le Congrès national africain, le parti du président Jacob Zuma. Toujours dominant au plan national, le parti historique de Nelson Mandela a perdu 8% de ses soutiens depuis les précédentes municipales de 2011. Mais ni l'ANC ni l'Alliance démocratique, parti d'opposition, ne parviennent à se hisser au-dessus de la barre des 50%, et ce, dans plusieurs municipalités. Du coup, des alliances sont nécessaires et les négociations vont bon train. Lisa Fabian à Johannesburg. La majorité absolue n'a pas été atteinte dans 27 villes sud-africaines. Dans chacune d'elles, les nouveaux élus ont 2 semaines pour nouer des alliances et tenter de rassembler 50% des suffrages. Dans le système électoral proportionnel sud-africain, les plus petits partis ont un véritable rôle à jouer dans les rapports de force. L'Alliance démocratique et l'ANC ont déjà lancé les négociations pour trouver les partenaires politiques qui leur permettront de prendre la main dans plusieurs villes. Le leader de gauche radicale, Julius Malema, est évidemment très courtisé, puisqu'avec 8% des voix au niveau national, il peut faire basculer presque n'importe quelle majorité. L'ANC a besoin du parti EFF pour gouverner à Johannesburg et l'ADIE lui tend la main à Pretoria. Dans l'agglomération de Nelson Mandela Bay, les négociations avancent puisque l'Alliance démocratique a déjà sécurisé un accord avec le parti UDM de Bantu Holomisa. Il ne manque plus que 2 sièges à l'ADIE pour remporter définitivement cette municipalité.
invités. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. Et dans l'archipel de Sao Tomé, les électeurs ont boudé les urnes. Peu d'affluence dans les bureaux de vote pour le second tour de la présidentielle et pour cause. Le chef de l'État sortant s'est désisté. Evaristo Carvalho, arrivé en tête au premier tour, est quasiment assuré d'être élu président de Sao Tomé. Merci d'avoir écouté cette édition. C'est la fin de ce journal. Bonne fin de soirée à vous.